Vous écoutez Les Éclaireurs de Dialogue, le podcast de la librairie Dialogue à Brest. Saison 4. Des parcours d'auteurs et autrices et des conseils de libraires. Réalisé par Laurence Bellon avec le concours des libraires de Dialogue. Le podcast qui donne envie de lire. J'ai compris que la radio était avant tout, pour moi, selon moi, un média de l'écrit. C'est bizarre, c'est évidemment un média de la voix et de l'oralité, mais avant tout, celles et ceux qui font de la bonne radio, ce sont celles et ceux qui savent écrire. Voilà. Et ça, c'était une vraie découverte pour moi. Il est l'une des voix de France Inter. Et dans le podcast Face à l'Histoire, il nous invite à plonger dans l'histoire à travers ses personnages marquants, à regarder vers le passé pour éclairer notre présent. Au cœur de son parcours, il y a bien sûr l'histoire et l'écriture. Radiophonique d'abord, puis scénaristique et même romanesque. Pour débuter cette nouvelle saison, je vous propose une plongée en 2 épisodes dans l'univers et le chemin d'écriture de Philippe Collin. Nous l'avons reçu à la librairie à l'occasion de la parution de son premier roman, Le Barman du Ritz. Et dans ce premier épisode, nous parlons d'écriture et d'improvisation, des frontières de l'histoire et de la façon dont la fiction peut les traverser. Bonne écoute! Bonjour Philippe Collin et merci beaucoup d'avoir accepté de venir au micro de notre podcast, Les Éclaireurs de Dialogue. Nous avons le plaisir de vous accueillir aujourd'hui à la librairie à l'occasion de la parution de votre premier roman, Le Barman du Ritz, aux éditions Albin Michel. C'est un livre qui s'inscrit dans la continuité de votre parcours, dont l'histoire et l'art du récit sont 2 fils rouges. Un parcours qui passe par la radio et la télévision, la bande dessinée et le podcast, et que nous allons explorer au fil de cet entretien. Et ce parcours, il débute en Finistère, puisque vous êtes né à Brest, et c'est également à l'université de Brest que vous avez suivi des études d'histoire contemporaine. Mais avant cela, est-ce que vous sauriez dire à quel moment et comment le virus de l'histoire vous a contaminé ? Eh bien, je crois que ça concerne beaucoup de gens qui nous écoutent, c'est-à-dire que c'est toujours des histoires de famille et qui sont liées au XXe siècle et qui sont liées en particulier à la Seconde Guerre mondiale. Et je crois qu'on a tous dans nos familles des histoires qu'on nous a racontées enfants, soit nos parents, soit nos grands-parents. Et comme c'est un nœud du XXe siècle qui touche toutes les familles d'Europe, je pense que chacun a un rapport particulier à cette période. Et puis après, moi, on m'a raconté beaucoup d'histoires enfants. J'étais un petit garçon, mais j'ai perdu mes 2 grands-parents très jeunes. Et ils ont été prisonniers de guerre tous les 2 pendant 5 ans. Et je me souviens, par exemple, alors que j'avais à peu près 6 ans, on m'a amené dans une clairière dans les Vosges où mon grand-père a été arrêté par les Allemands. Il était dans l'armée française, comme beaucoup les 2 millions de prisonniers qui vont aller en Allemagne. Et vous voyez, quand on perd son grand-père jeune, on se met à imaginer ce qu'il a vécu dans sa vie, et du coup, pendant cette captivité en Allemagne. Donc ce que vous appelez ce petit virus, ou cet appétit, cet intérêt, je pense qu'il est né très jeune chez moi, d'abord comme une sorte de projection un peu romanesque, parce qu'on s'invente dans sa tête ce qu'a vécu son grand-père en Allemagne. Ses 2 grands-pères en Allemagne comme prisonniers, comment ça s'est passé. On vous répète souvent le récit de son arrestation, etc., etc. Et donc, ça m'a beaucoup intéressé. Et donc, très vite, très jeune, à l'école primaire, au collège, au lycée, je me suis vraiment intéressé à cette période. Et ça m'a accompagné jusqu'à quasiment aujourd'hui, en vérité. Puis ensuite, il y a donc l'université, votre sujet de mémoire qui porte sur l'épuration des collaborateurs à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et puis en 1999, vous rejoignez France Inter, vous débutez au micro quelques années plus tard, et puis pendant 20 ans, vous serez à l'antenne dans différentes émissions qui s'éloignent de la matière historique, mais qui explorent les nombreux possibles du récit. Est-ce que c'est à ce moment-là que votre chemin vers l'écriture s'est dessiné ? Oui, je crois que vous avez raison. C'est-à-dire qu'il y a 2 choses à la radio qui me concernent. C'est que tout ce que j'ai fait à la radio est très écrit. Depuis 25 ans, par exemple, Panique au Manchin Palace, c'était écrit à la virgule près. Y compris mes interviews aux 18h, quand j'ai fait le 18h-19h sur France Inter pendant 3 saisons. En fait, toutes mes émissions sont très, pas littéraires, mais en effet très séquencées, très écrites. Et depuis quasiment 25 ans, ces émissions racontent des histoires. Donc c'est vrai que ça a été un apprentissage pour moi, comme une sorte de couche sédimentée
Et par exemple, ce qui était assez amusant pour le roman Le barman du Ritz, on m'a dit, mais en fait, c'était assez difficile d'écrire les dialogues ou pas pour toi? Et en fait, je dis, pas tant que ça, parce que quand on écrit pour la radio, on subvocalise. C'est-à-dire qu'on écrit et on parle, puisqu'on écrit des chroniques ou des textes qui sont conçus pour être dits dans un micro, pour être parlés. Donc j'ai le souvenir qu'en écrivant ce roman, par exemple, toute l'expérience acquise à la radio de mes chroniques, de mes récits écrits pour le micro, ont été extrêmement utiles. C'est que soudain, c'était presque ce qui était plus facile à faire pour moi. Je fais parler des gens, j'écris, je subvocalise, donc je dis un peu ce que j'écris pour voir si ça sonne bien, si tout d'un coup, quand on l'entend, ça fonctionne. La radio, tout simplement. Donc en effet, tout ce parcours depuis 25 ans d'écriture, d'expérience parlée, mais d'écrit pour le parler, je pense que ça construit un chemin peut-être vers ce récit de fiction. Et le goût de l'écriture, il est là tout de suite, où il se construit petit à petit, il se développe? Je pense qu'au départ, ça c'est une très bonne question, je pense qu'au départ, l'écriture, c'est pour moi une rambarde. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis un garçon en vérité très timide et assez pudique, et que parler dans un micro, c'est difficile. Donc, pas d'improvisation. Donc, on contrôle la situation. Donc, on écrit. Donc, au départ, c'est ça, en vérité. C'est comme une sorte de filet pour ne pas trébucher, pour ne pas tomber. Ou en tout cas, si je tombe, je suis rattrapé, j'ai un texte. Voilà. Donc, pas d'improvisation. Et à vrai dire, c'est quasiment toute ma vie à la radio. J'ai beaucoup écrit pour contrôler la situation. Et pour être sûr de ce que je faisais, etc., etc. Donc, au départ, c'est plutôt ça. C'est plutôt un garde-fou ou une protection. Mais j'y ai pris du plaisir, tout doucement. Tout d'un coup, à tailler des phrases, à couper des textes, à trouver des raccourcis, à trouver des formules, à trouver y compris des formules parlées, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut jouer avec des mots, etc., etc. Donc, tout doucement, donc au départ, c'est une manière de me protéger, mais tout doucement, c'est devenu un plaisir. Au point que j'ai compris que la radio était avant tout, pour moi, selon moi, un média de l'écrit. C'est bizarre, c'est évidemment un média de la voix et de l'oralité, mais avant tout, celles et ceux qui font de la bonne radio, ce sont celles et ceux qui savent écrire. Voilà. Et ça, c'était une vraie découverte pour moi. Et alors qu'on a le sentiment que les gens vous parlent à la radio, que tout est naturel, mais même pas, toutes les interviews sont écrites. Vous savez, les gens qui font la matinale sur France Inter, par exemple, leurs interviews sont écrites. Alors, ils la jouent, un peu comme du théâtre. Et puis, ils doivent s'adapter au réel. Donc, à la réponse de l'invité, on s'acclimate. Mais au départ, tout est écrit. Et donc, en fait, c'est ce que j'ai découvert et je trouvais ça assez fascinant. Voilà. Et l'improvisation, avec l'expérience, elle vient quand même un jour? Oui, elle arrive tout doucement parce que elle vient parce que vous avez franchi des étapes. C'est comme une sorte de sédimentation, là aussi. Vous avez acquis une forme de stabilité, vous avez moins peur du micro, vous avez moins peur peut-être aussi de l'exposition, parce que vous l'amadouez tout doucement, vous vous connaissez mieux, vous vieillissez aussi. Et puis, vous vous sentez un peu plus chez vous qu'au début. Donc, elle vient tout doucement à l'improvisation. Mais à vrai dire, si je regarde ma carrière, j'ai assez peu improvisé. Dans les interviews aujourd'hui, j'improvise, mais elles sont aussi très écrites. Donc, vous voyez, c'est-à-dire que moi, je suis assez admiratif des gens qui improvisent à la radio. Je trouve que c'est extrêmement puissant, c'est assez dangereux, c'est assez risqué parce qu'on sait jamais, on marche sur un fil et puis on peut trébucher. Bon. Donc, je suis assez admiratif. Et en vrai, donc, je réponds à votre question en demi-teinte parce que oui, j'ai progressé en improvisation, mais en vrai, je la pratique assez peu. Voilà. Vous avez été longtemps à l'antenne, aujourd'hui vous faites des podcasts. Est-ce que ça change quelque chose, justement? Alors, si on fait écho à ce qu'on vient de se dire, alors là, je suis dans le total contrôle. C'est-à-dire que je souris en vous le disant. J'aime que la vie s'insinue dans les projets. Donc la vie, c'est pas la prévision, c'est l'improvisation, la vie. La vie, elle est incontrôlable, et tant mieux. Donc j'aime que la vie vienne s'insinuer dans les projets, mais en l'occurrence, les podcasts sont tellement écrits, produits, découpés, montés, remontés, remixés, etc., que je suis dans un objet presque d'artisanat. Donc l'improvisation, on en est très loin, à vrai dire. Mais je crois qu'au fond, ça me convient assez bien de travailler la matière, d'essayer d'en faire le plus bel objet possible, à la fois sur le fond et sur la forme, comme si on créait à chaque fois, pas une œuvre, ce serait prétentieux, mais comme si on créait quelque chose de beau. Voilà. Et toute l'équipe qui m'entoure aujourd'hui, on est à peu près une dizaine, je sens qu'on est tous habités par ça.
comme des artisans qui feraient un bel objet. Et donc ça me convient bien. En vrai, ça me convient assez bien à mon tempérament et à ma psychologie, je crois. Mais vous parlez d'artisanat et en même temps de contrôle. Est-ce que dans l'artisanat, il n'y a pas aussi une question d'instinct que l'on suit? Est-ce qu'on sait à l'avance ce qu'on va produire exactement? Alors, ça, c'est pour moi sans doute la part d'improvisation qui est en moi. C'est-à-dire, en effet, vous avez prononcé le mot qu'est l'instinct. C'est-à-dire que je crois, ça je ne le contrôle pas, je le ressens. Donc je le ressens à la fois dans les choix éditoriaux qu'on peut faire, mais pas que. Vers quel univers sonore on va y aller, quelle musique on va choisir, quel univers, on appelle ça du sound design, ça veut dire de l'habillage, voilà, de l'habillage sonore vers où on va aller. Donc là, avec mon équipe, on discute, il y a des réflexions, donc on va dire rationnelles, mais il y a aussi beaucoup d'irrationnel. Il y a aussi un sentiment. Et là, je crois que c'est en moi la part de la vie. Je ressens des choses et là, je me dis ça, j'aime, j'y vais, ça, j'aime moins, j'y vais pas. Ça paraît un peu binaire et un peu simpliste, mais c'est tout à fait réel. C'est-à-dire qu'il y a cette dimension-là et je l'aime bien parce que je pense que c'est elle qui apporte la créativité, en vérité. Nous, on sait faire, on a les bons outils, on connaît les process, mais s'il n'y a pas la vie, s'il n'y a pas l'instinct, s'il n'y a pas les sentiments, en fait, il n'y a pas grand-chose. Et c'est ça qui fait aussi qu'on rencontre un tel public. Je crois. Ça, c'est pas simple pour moi d'en parler parce que sinon j'aurais la recette et je la communiquerais et puis ce serait un truc magique. Mais je crois en effet que la rencontre avec le public, elle se fait dans ce qu'on vient d'évoquer. C'est-à-dire dans la rencontre à la fois d'un savoir-faire et puis aussi de sentiments. Voilà. C'est-à-dire de sentiments qu'on n'arrive pas trop à décrire, mais qui viennent parler de l'humain. Qui viennent parler de la vie, tout simplement. Et je crois que dans les objets qu'on produit avec l'équipe aujourd'hui dans ces podcasts historiques, on laisse beaucoup passer la vie, on laisse beaucoup passer les sentiments. Alors attention, parce qu'on fait de l'histoire, donc l'histoire et les sentiments, c'est pas compatible. Donc on a à la fois, nous, des paroles savantes qui sont portées par les historiens et les historiennes, qu'on habille très peu d'ailleurs, qu'on laisse quasiment à blanc. Donc là, on a affaire au savoir savant. En revanche, tout le reste, l'habillage, les récits dans ma voix, ils sont mise en onde, comme on dit, comme on dirait mise en scène. Et là, je pense qu'avec l'équipe, on réfléchit à comment toucher l'âme. C'est un peu grandiloquent, mais je pense que c'est très sincère. Comment toucher l'âme de celles et ceux qui nous écoutent par, encore une fois, des émotions. Et on essaye de faire ça avec le bon équilibre. Et je pense que c'est un savoir-faire aussi qui est très lié à la radio, ça aussi, voilà. À gauche, Victor Hugo, illustre poète, transféré au Panthéon le 1er juin 1885. À droite, Émile Zola, romancier. Léon Blum aurait-il voulu entrer au Panthéon? On n'en sait rien, pas si sûr. Mais pourquoi Léon Blum est-il si peu présent dans la mémoire des Français? Ces derniers mois, quand j'annonçais qu'on allait raconter la vie de Blum, on m'a souvent répondu « Ah oui, c'est bien, mais je connais pas très bien. » Alors, ce Blum était-il réellement un grand homme d'État? Et qui trouve-t-on derrière celui qu'on réduit sans cesse au Front populaire? Faisons de l'histoire. Qui es-tu, Léon Blum? C'était un extrait du premier épisode de la série Léon Blum, une vie héroïque, réalisé dans le cadre du podcast Face à l'Histoire, produit par France Inter. Parmi tous les personnages historiques auxquels sont consacrées les différentes séries de ce podcast, Léon Blum tient une place particulière pour Philippe Collin. Je lui ai donc demandé de nous en parler. Je pense que c'est ma série, j'allais dire ma série préférée. Vous voyez, préférée parce qu'elle a été une grande aventure pour toute l'équipe. Ça a été une redécouverte pour beaucoup de gens, ce destin inouï de Léon Blum, assez méconnu en France en vérité, mais qui est une vie héroïque. C'est le titre de la série, mais je crois que ce mot lui convient très bien. Qu'est-ce qu'un héros sinon qu'un homme courageux, une forme de bravoure. Et je pense que Léon Blum, toute sa vie durant, a fait preuve d'une grande bravoure. Et c'est un personnage qui mérite à être entendu. Je crois que Léon Blum, en 2024, a encore beaucoup de choses à nous dire. Je ne parle pas forcément d'une actualité brûlante, je parle d'une vision du monde. Voilà, je parle d'une vision de la République, je parle d'un goût de la vie,
je parle de valeurs qui sont chères à la vie de Léon Blum, qui sont peut-être la liberté, l'égalité et la fraternité, mais à la fois pris séparément et ensemble. C'est-à-dire que ces mots-là sont fondamentaux pour lui, pris séparément. Hein. C'est un homme libre, c'est un homme qui cherche l'égalité, c'est un homme qui est animé de fraternité. Mais aussi 3 mots ensemble qui forment la République française. Et je crois que ça, Blum a mis les choses à nous dire encore aujourd'hui. Ouais. Le chemin d'écriture de Philippe Collin s'est aussi concrétisé en 2018 avec un premier livre, une bande dessinée, coécrite avec Sébastien Goethals, intitulée Le voyage de Marcel Grob et qui se penche sur le destin des malgré nous, ces dizaines de milliers de jeunes Alsaciens qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, ont été contraints de se battre du côté allemand. Cette bande dessinée, elle est tirée d'une histoire vraie et d'une histoire personnelle, et j'ai demandé à Philippe Collin comment le passage par la fiction s'était imposé à lui pour raconter cette histoire. Alors, vous voyez, on va faire écho à ce qu'on a dit au début de cette interview. C'est-à-dire que j'ai eu envie de raconter cette histoire et à nouveau, je m'entoure d'un dessinateur et puis d'un historien. Comme si je refusais un peu d'avancer tout seul. Peut-être que, à nouveau, j'ai besoin de sécurité. Donc je me dis que j'ai une histoire à laquelle je tiens, qui est celle de mon grand-oncle, donc Marcel Grob, qui a été enrôlé de force dans la Waffen-SS alors qu'il avait 17 ans en juin 1944. Je sens que j'ai une histoire qui me tient à cœur, que j'ai envie de la raconter, mais pas à la radio. Et j'ai envie d'essayer un autre média, un autre vecteur. Et j'ai une sorte d'appréhension de l'écriture. Je viens de l'image. Je suis un enfant de la télévision, en fait, au départ, à vrai dire. J'ai grandi avec la télévision, donc je viens de l'image et je me dis, bon, peut-être que tu n'es pas encore prêt à écrire de la littérature ou un vrai livre, entre 1000 guillemets. Donc peut-être que tu peux passer par une case qui est celle de la bande dessinée, où à la fois c'est un médium populaire qui peut brasser plusieurs générations et plusieurs catégories sociales. Et ça me tient à cœur, toujours, dans tout ce que je fais, y compris à la radio, bien sûr, mais y compris dans les livres que j'ai pu produire. Et donc je me dis, en fait, regarde, tu vas commencer à réfléchir à un scénario, et puis on va t'entourer. Comme finalement un peu l'improvisation, l'écriture et le micro. Vous voyez, comme si j'avais besoin d'être assuré dans mon cheminement. Comme s'il fallait que je me prouve que j'étais capable de faire une marche de plus. Écrire un scénario, pris en charge par Sébastien Goethals au dessin, y compris dans la mécanique de la bande dessinée. Et puis un historien qui vient valider un peu tout ça, Christian Ingrao. Et en effet, je me dis, bon, allons-y. Et je réponds à votre question sur la fiction. C'est qu'en fait, peut-être que là, déjà, il y a aussi en moi ce désir de l'émotion. C'est-à-dire que je me dis que si on fait un récit historique, et c'est tant mieux, hein, l'histoire n'a pas le droit à l'émotion. C'est très important, ça, en fait. C'est un protocole scientifique, on va dire, pour parler un peu de manière un peu pompeuse, mais quand vous faites de l'histoire, vous avez un squelette. Voilà. C'est un squelette. Et sur ce squelette, vous pouvez élaborer des théories. Et donc, en fait, c'est les archives, le squelette. Quand vous quittez l'histoire pour la fiction et la littérature, vous avez le droit au squelette, bien sûr, plus les muscles, la peau, les émotions, la transpiration, les angoisses, les désirs. Et ça touche souvent les lecteurs et les lectrices, ou les auditeurs et les auditrices. Donc, je me suis dit qu'avec Marcel Grob, je voulais raconter l'histoire vraie de Marcel Grob avec des enjeux tout à fait réels d'un personnage pris au piège de la Seconde Guerre mondiale. Mais pour bien comprendre peut-être ce qu'a vécu Marcel Grob, je vais avoir recours à la fiction parce que j'aurai un vecteur qui sera émotionnel. Et peut-être que je toucherai le cœur des gens avec ces émotions qui viendront dire d'une certaine manière ce qu'a pu vivre, traverser Marcel Grob à l'âge de 17 ans en 1944. Et donc, c'est un peu s'autoriser à passer une frontière. Hein. C'est se dire, ok, je quitte les archives, j'en ai plein d'archives sur Marcel Grob, je les quitte un peu pour aller un peu plus loin
pour tenter de proposer une expérience, finalement, aux lecteurs et aux lectrices. Alors, le voyage de Marcel Grob, en mettant en scène des Malgré nous, il s'est attaché à un sujet peu abordé jusque-là et encore douloureux. C'est une bande dessinée qui a eu un fort retentissement, qui a rencontré de très nombreux lecteurs. Est-ce que vous avez eu le sentiment que ce livre a permis une parole qui jusque-là était impossible et qu'il a pu peut-être entamer un chemin de réparation ? Alors, ce serait prétentieux de répondre oui tout de suite. Mais ce qui est certain, c'est qu'il existait quelque chose, au pluriel, quelques petites choses sur les Malgré nous avant cet album de bande dessinée, mais qui était finalement assez cantonné à la région Alsace-Lorraine. Une des vertus de cet album, c'est d'avoir sorti les Malgré nous d'une dimension régionale pour en faire un album national, entre guillemets. Et ça, c'est important parce que, à la fois, beaucoup de gens ont découvert le destin de ces jeunes Alsaciens enrôlés de force dans l'armée allemande durant la Seconde Guerre mondiale, ce qui a permis en effet des échanges de paroles. À la fois une prise de conscience un peu plus large de ce qu'ont vécu ces gamins et ces gamines. Hein. Il y a aussi des malgré elles, c'est important d'en parler. 35 000 à peu près, ce qui est énorme hein, en vérité. Et puis, ça c'est pour la dimension nationale. Mais en effet, je dis ça pourquoi ? Parce que le livre a beaucoup marché, vous l'avez dit, et donc ça a libéré aussi des paroles en Alsace. Il y a eu un tel effet, entre guillemets, de ce livre sur la région, que soudain, dans les familles, on a commencé à se poser des questions. Mais dis donc, Robert, il a fait quoi, lui, en 1943 ? Il était où ? Ah bah oui, en effet, malgré nous. Et tout d'un coup, les paroles se sont un peu déliées dans les familles, avec une nouvelle génération, qui est en gros celle de mon âge, parce que c'est resté un tabou très longtemps, hein, cet enrôlement de force en Alsace. Donc, finalement, ce livre, il a permis à ce que des gens qui ont mon âge ont pu questionner les grands-parents, qui sont encore en vie pour certains, ou même les parents, et à tisser des liens et tirer des fils pour voir ce que, finalement, dans ces familles... Vous savez, il y a à peu près 125 000 Alsaciens qui ont été enrôlés de force dans l'armée allemande. 125 000 Alsaciens, c'est beaucoup. C'est multiplié par le nombre de parents, de cousins, d'enfants, de frères, de sœurs. Tout d'un coup, 125 000, ça a multiplié par 5, voire 10. Ça veut dire 1 million de personnes aujourd'hui sans doute concernées par ces destins de père, de grand-père ou de grand-oncle. Donc c'est beaucoup de monde. Et en fait, cet album, il est venu sans doute tranquillement, en toute modestie, donner une clé pour peut-être discuter un peu dans les familles. Le voyage de Marcel Grob, la première bande dessinée de Philippe Collin et Sébastien Goethals, a été suivi d'un deuxième projet, La patrie des frères Werner, qui s'inscrit dans sa continuité. Nicolas, notre libraire du rayon bande dessinée, nous présente à présent ces 2 lectures importantes. Je vais vous parler de 2 albums de Philippe Collin. Je vais commencer par le voyage de Marcel Grob, qui m'avait beaucoup marqué. Marcel Grob, c'est un grand-oncle pour Philippe Collin, qui a fait partie de ce qu'on appelle les Malgré nous, donc ces fameux soldats alsaciens qui étaient engagés malgré eux, du coup, dans l'armée allemande, dans la Wehrmacht. Au début du récit, Marcel Grob là, va être confronté à un juge pour des suspicions d'avoir commis des actes de guerre SS. Et du coup, lui va devoir se justifier de son positionnement dans cette guerre-là et de son statut de malgré nous et non pas de SS. Donc on va, sous ce couvert-là, retracer tout le parcours de Marcel, avec des choses qui vont le marquer durablement, et notamment le massacre à un moment d'un village auquel il va devoir participer, mais parce que c'est ça où c'est lui qui se retrouve sur la sellette, donc il va devoir jeter une grenade. Il explique très bien au juge qu'il le fait, mais en fermant les yeux. Enfin, on sent tout le poids de l'atrocité de cette guerre-là. C'est un album que moi, je trouve important. Moi, c'est un sujet que je connaissais que très vaguement, en fait. J'ai entendu parler de ça, mais voilà. Et de voir ça de l'intérieur et de se rendre compte que c'est ces soldats-là qui ont été, dans cette période-là, tour à tour allemands ou français, selon à quel pays l'Alsace appartenait, sachant que les Allemands qui étaient nés entre... les Alsaciens, qui étaient nés entre 1870 et 1918 étaient considérés comme allemands, et avant et après, de nouveau français. Moi, ce qui m'a beaucoup plu dans ce récit-là aussi, c'est ce côté, comment se met en balance l'histoire familiale et l'histoire avec un grand H. J'ai trouvé ça très, très, très poignant, très fort. Ouais, très beau récit. Et dans un second temps, je vais vous parler d'un autre album du coup de Philippe Collin, qui s'appelle La patrie des frères Werner. Ces 2 albums-là sont publiés chez Futuropolis. Et là, il est question de l'après-guerre en Allemagne. Donc on va avoir la destinée de 2 orphelins qui vont être pris sous la coupe de la Stasi
qui vont être du coup séparés par le mur. Un va vivre sa vie en RDA et l'autre en RFA. On est aussi marqué par le poids de cette guerre-là, même si elle est finie, sur cette après-guerre qui est tout aussi terrible finalement, qui va aussi marquer des familles, puisque là, c'est la séparation de ces deux frères-là qui ont vécu de façon très forte une partie de leur jeunesse, et puis qui vont, à cause de la Stasi, entre guillemets, se retrouver séparés. Chacun va se voir confier des tâches importantes pour la Stasi. Et c'est une BD qui va montrer tout ce poids de la guerre froide, mais aussi cette différence de niveau de vie, ces deux mondes très proches géographiquement et tellement éloignés sur les enjeux, sur la modernité d'un pays qui va vers une forme de renouveau, et un pays un peu ancré qui vit encore un peu dans le passé. Et tout ce destin-là va basculer au moment de la Coupe du Monde de 1974, puisque l'un des deux frères ne supporte plus cette condition d'espion notamment, et puis veut vivre autre chose que sous la coupe d'un gouvernement un peu oppressif, tout ça. Et lui va profiter de ce moment-là pour préparer son évasion de son pays, en gros, pour partir vivre aux États-Unis. Donc pareil, ça parle du déracinement, des choix importants qu'on fait pour juste mener sa vie, en fait, tout simplement, dans ce contexte-là. Très très bel album aussi, qui m'a marqué tout autant, je pense, que le Marcel Grob, pour d'autres raisons. Et puis, mais ouais, c'était un très beau récit. J'ai oublié de parler dans les deux albums du dessin, que je trouve aussi dans la tonalité très, très juste, parce qu'on est sur des sépias, sur des bruns, des nuances de gris, mais qui rajoutent assez bien à cette atmosphère, ce poids-là de ces deux récits. De très beaux albums à découvrir ou à redécouvrir. Le voyage de Marcel Grob, vous avez choisi de le dédier aux jeunesses d'Europe. Mmh. Et puis 2 ans plus tard a été publiée une deuxième bande dessinée, La patrie des frères Werner, qui, à travers l'histoire de 2 frères et d'un match de foot historique, revient sur les 30 années d'après-guerre en Allemagne, dans une Europe tiraillée par les idéologies. En quoi est-ce qu'il est crucial, et particulièrement aujourd'hui, de transmettre la mémoire de cette histoire ? Alors, vous voyez, je pense que la Seconde Guerre mondiale, elle a accouché d'un héritage. Un legs qui a été transmis à nos parents et à nos grands-parents, et dont nous sommes les héritiers aujourd'hui. Cet héritage, c'est quoi ? C'est un héritage de fraternité. Il y a un héritage politique, celui de la résistance intérieure-extérieure, en France mais en Europe, qui se battent au nom de valeurs, qui sont la démocratie, la République, évidemment, et aussi la fraternité. On était frères d'armes, vous voyez, qu'on soit communiste ou gaulliste, par exemple. Donc, il y a un héritage politique très fort qui est livré en 1945 et qui est délivré aux générations futures. Mais il y a aussi un héritage social qui veut dire, qui s'inscrit, par exemple, dans le CNR, le Conseil national de la résistance, avec la sécurité sociale, par exemple. Vous voyez, la sécurité sociale vient directement des acquis de la Seconde Guerre mondiale. Bon, vous voyez, donc il y a un monde qui s'est dessiné et qu'on a légué aux générations futures. Nous sommes 80 ans après le débarquement en Normandie, 80 ans après la libération de Paris, 80 ans finalement après la fin de la guerre. La question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'il reste de cet héritage ? Comment est-ce qu'on peut en assumer la dignité ? Qu'est-ce que nous faisons les uns les autres pour être dignes de cet héritage ? Vous voyez, les questions, elles sont fondamentales. Voilà. C'est-à-dire que... et je suis un peu inquiet, c'est pour ça que je prends un peu un air solennel, c'est-à-dire que cet héritage-là, il est attaqué, il est détourné, tout le monde est gaulliste aujourd'hui, c'est assez intéressant, ou tout le monde serait résistant, vous voyez, tout le monde aurait été résistant aujourd'hui, c'est assez intéressant. Alors que non, les résistants sont très 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 minoritaires, mais leur héritage était majoritaire. Et donc voilà, c'est en ça que c'est fondamental, c'est que se pose une question: que faisons-nous de cet héritage aujourd'hui ? Pour nous, mais aussi pour ceux qui vont nous succéder. Voilà. C'est une question qui m'importe et que j'essaie de charrier un peu dans les objets que je produis à la radio ou dans les livres que je tente d'écrire avec d'autres ou tout seul.
Que faisons-nous de cet héritage ? Qu'est-ce que j'aurais fait et comment je peux agir aujourd'hui ? Ce sont des questions qui nous traversent à la lecture du Barman du Ritz, le premier roman de Philippe Collin. Il nous plonge dans la période de l'occupation, aux côtés d'un personnage secret et ambigu qui a réellement existé. Frank Meyer, le barman du Ritz, considéré dans l'entre-deux-guerres comme le plus grand barman du monde. Et dans le prochain épisode, Philippe Collin nous invite à découvrir les coulisses de l'écriture de ce roman. À très bientôt pour le découvrir et belle lecture d'ici là.